À l'origine de ce podcast, il y a une volonté, celle d'interroger la masculinité à travers un regard non pas sur la conjugalité, mais sur la filiation. Que se cache-t-il vraiment derrière la figure du père ? Et quelle est la responsabilité du père dans les familles, dans la construction des individus, dans la société ? Très vite, je me suis dit que pour que cela soit vraiment intéressant, il allait falloir que je m'entretienne avec des gens très différents à chaque épisode. Avec des personnes d'âge, d'origine, de genre différents. Que je découvre ainsi les pères de tout le monde, pour essayer de comprendre en quoi tous les pères se ressemblent et en quoi aussi ils sont tous différents. Un père dans les années 50 est-il le même qu'un père des années 80 ou bien d'aujourd'hui ? Un père meurtri par l'histoire peut-il être tout à fait le même qu'un père qui n'a jamais souffert de la trajectoire du monde ? Dans cet épisode, vous entendrez donc l'histoire de Raymond, le père de Dominique. C'est une histoire individuelle et personnelle qui s'est entrechoquée avec la grande histoire. À son écoute, vous percevrez aussi bien, je l'espère, les pires heures de l'humanité que la douceur d'un enfant qui savoure son diabolomante. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter le 2e épisode de Lettres au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. La vie de Raymond fleure le siècle dernier. Un siècle fait tantôt de privation et d'atrocité, tantôt de liberté et d'insouciance. C'est Dominique, son fils, qui a fêté ses 72 ans, qui raconte l'histoire de son père. Père que la vie ne lui a pas permis de connaître aussi bien qu'il l'aurait voulu. Papa est né en, je sais plus quelle année, il est né en Auvergne, à Saint-Rémy, là où est enterrée sa mère d'ailleurs. Il avait un frère, Maurice. Sa mère voulait absolument, ma grand-mère voulait absolument qu'il travaille, qu'il soit fonctionnaire, et elle a absolument voulu qu'il travaille à la SNCF. Il a chopé la silicose en nettoyant les machines à vapeur. Il fallait attendre que la locomotive soit refroidie. Il rentrait dans la locomotive, dans le four de la locomotive, et il fallait enlever toutes les scories, toutes les cendres. Il fallait nettoyer, quoi. Et il a respiré de la poussière de cendres et il a chopé la silicose, il est mort. Il est mort en Auvergne. Papa, lui, est monté à Paris. Il était graveur sur métaux. Et après, il a travaillé donc chez Bloch. Et c'est là que maman l'a rencontré. Il fallait qu'elle travaille, elle aussi, pour gagner sa vie. Et elle est rentrée dans l'atelier. Et elle a vu un mec de dos qui était en train de limer. Il était ajusteur. Et elle a dit, c'est lui. Et elle l'a dragué et ils sont sortis ensemble. Ensuite, Jean-Michel est né pendant la guerre. Jean-Michel, quand il est né, pour l'anecdote, il était dans il le mettait dans une boîte de champagne en bois. Il rentrait dedans. Pendant la guerre, papa il a fait le coup de feu. Avec des copains, il faisait ce qu'on appellerait maintenant des conneries. Il y a un oncle, maman me racontait ça, pendant la guerre, il y a des histoires. Et un oncle qui est passé à la maison, qui a récupéré le pistolet de papa
et qu'il l'a démonté, qu'il l'a jeté en pièces détachées dans la Seine. Il avait fait un trou dans son imperméable et il se baladait sur le bord de Seine et par le trou dans la poche, il faisait tomber les pièces par terre qui poussaient avec le pied pour que personne ne le voie, pour faire disparaître l'arme, pour pas qu'il y ait d'armes dans la maison si papa venait à être arrêté. Pour le père de Dominique, les choses auraient pu en rester là. Quelques pics d'adrénaline, un pistolet coulé au fond de la Seine. Mais Dominique m'a raconté le chassé-croisé de son père résistant avec la Gestapo, dans le Paris sous occupation allemande. Ça a commencé comme ça, c'est que sa mère, ma grand-mère, l'a appelé Michel Jean. Puis au bout de 6 mois, elle a dit Michel Jean, c'est ringard, c'est n'importe quoi. Je vais l'appeler Raymond. Ça n'a rien à voir. Et tout le monde, à la maison, tout le monde, c'était Papa Raymond. On fêtait sa fête à la Saint-Raymond, le 8 janvier, je crois. Et toute sa vie, il s'est fait appeler Raymond. Et puis pendant la guerre, la Gestapo, il était recherché par la Gestapo. Mais il cherchait Michel Jean Barriéras. Et un jour, maman était là, il y avait 2 mecs avec un imperméable de cuir et puis le chapeau mou là, qui cherchaient Michel Jean Barriéras. Et il y a comment s'appelle, la gardienne de l'immeuble qui a fait un signe des yeux à maman pour qu'elle s'en aille. Elle a croisé papa dans la rue et elle lui dit ne rentre pas, il y a la Gestapo. Et comme ça, ils ont mis, la Gestapo a mis 6 mois à s'apercevoir que Michel Jean et Raymond, c'était le même. C'était la même personne. S'il avait été arrêté par la Gestapo 6 mois plus tôt, il ne serait pas revenu. Il faisait 38 kilos quand il est rentré à la maison. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la défense passive qu'il faisait. Mais en fait, non. Mon frère m'a dit qu'il avait fait sauter des trains. C'était surtout pour foutre les nazis en dehors de France. Mais je ne sais pas s'il avait une réelle conscience de faire de la résistance. C'était plutôt par patriotisme. Donc il a été à Mauthausen. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il était graveur sur métaux. Et donc il a dû faire des gravures sur des bagues pour les nazis, pour sauver sa peau, quoi. Ou des objets en or. Papa est revenu le 20 août, le 20 mai. Le 20 mai, c'est l'anniversaire de maman. Et quand il est rentré, maman elle a eu peur, elle a fermé la porte. Après, elle a réouvert la porte, il était toujours là. Il est rentré, il a embrassé sa femme. C'est maman qui me raconte tout ça. Il s'est mis sur le lit, il s'est assis au milieu du lit et il sifflait.
Il sifflait une chanson. Et puis, Claude est né, mon frère, et il a appelé Claude Camille. Parce que Camille, ça a été un de ses amis en camp de concentration qui lui a sauvé la vie. Alors, en mémoire de... En mémoire de ça, il a appelé Claude Camille. Et à la maison, de ça, il n'en a jamais parlé. J'ai découvert tout ça à sa mort. À sa mort, et j'ai posé des questions à maman. Et c'est elle qui m'a raconté tout ça. Mais elle a fait des coups pendables, maman. Quand il a été arrêté, il est parti... il a été à Drancy, puis de Drancy à Compiègne. Et il est parti de Compiègne. Et il a réussi à faire tomber un bout de papier. Avec une inscription dessus. Je ne sais pas ce qu'il y avait marqué. Et maman, à un moment donné, elle a fait du rangement dans les papiers et elle a tout brûlé. Et elle a brûlé ce petit bout de papier qu'elle avait, moi j'ai jamais vu. Donc, je lui ai dit, maman, ça c'est catastrophique. Parce que on l'aurait encore, quoi. Puis c'était important quand même, c'était une partie de l'histoire de papa. Claude, lui, était beaucoup plus au courant parce que il y avait après-guerre, hein, il y a eu des réunions d'anciens déportés de Mauthausen. Et il me raconte, une fois, il avait été avec papa à une de ces réunions. Et tout le monde parlait autour en buvant un vin blanc. Et à un moment donné, il y a un de ses collègues, un ancien déporté aussi, il parle de Gusen II. Et à ce moment-là, les gens autour se sont tus. Parce que Gusen, il paraît que c'était l'enfer. L'enfer au milieu de l'enfer. Tout le monde s'est arrêté et a écouté. Et ça, c'est Claude qui me le raconte. Ça me file la chair de poule de parler de tout ça. Dominique arrive dans la famille plusieurs années après la fin de la guerre. Il rejoint ses frères, Jean-Michel et Claude. Mais son enfance sera marquée par la contraction d'une maladie rare qui l'a obligé à vivre loin de sa famille. À cette époque, ses parents ne pouvaient lui rendre visite qu'une seule fois par an. Moi, je suis né en 50, je suis le dernier. J'ai fait... à 7 ans, un empoisonnement médicamenteux. J'ai chopé le syndrome de Steven Johnson. Je m'en suis sorti, j'ai perdu un œil. Et je suis resté 3 ans en maison de repos, à Valence, à côté de Valence. 3 ans où il n'y avait pas d'école, donc à 10 ans, je savais tout juste lire et écrire. J'ai pas pu faire d'études. Ça m'a gâché la vie.
À son retour de Valence, Dominique m'a confié ne voir que très rarement son père, occupé tous les matins à prendre le train pour Paris pour se rendre à l'usine. Je le voyais le week-end et puis une demi-heure le soir. Je le voyais pas. À part le week-end, où il m'emmenait ou au musée, au Louvre, à Carnavalet, des choses comme ça, le musée de l'homme, le jardin des plantes, et les puces de Saint-Ouen. Maintenant, si j'ai un peu le virus de toutes les brocantes, c'est peut-être un peu à cause de ça. Été comme hiver. L'hiver, c'était bien, il y avait des marrons chauds. Je m'achetais les marrons chauds, on mettait ça dans les poches pour pas que j'ai froid aux mains. L'été, c'était le diable aux menthes. Mais c'est la seule fois où je l'ai vu dans un bistrot. Lui. Il prenait une bière. Voilà, il y a des anecdotes rigolotes aussi. Une fois, maman, elle lui avait tricoté. J'étais déjà né, hein, c'était dans les années 55. On avait été campé à Ris-Orangis. Je pêchais avec une patate au bout d'une ficelle. Et il y a des rats qui étaient venus et puis qui avaient mangé de la pomme de terre. Et tu vois, il y a des poissons, il y a des poissons. On pêche les poissons à la pomme de terre. Et maman lui avait tricoté un maillot de bain de la marque Pingouin Nageur. Il a plongé le maillot de bain et est resté au fond de la rivière. Il était emmerdé pour sortir. Parce qu'il y avait plein de gens qui campaient avec nous. On pouvait encore faire du camping sauvage. Voilà. Ça, c'est papa. Papa, c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Mais qui cherchait à comprendre tout. Une fois, il est revenu du boulot, il rentre à la maison et il dit Jacqueline, j'ai vu un truc formidable sur les murs de Paris. Il est interdit d'interdire. Et c'était dans les années 68, et il n'était pas partie prenante, on n'allait pas dans des manifestations. Mais 68, ça l'a interloqué quelque part parce que il était d'accord avec ce refus du acheter-jeter. Cette société Kleenex. Les montres, aller en panne, tu la répares pas. Tu vas en chercher, tu en achètes une autre. Les briquets, tu le remplis pas. Tu en achètes un autre. La société de consommation, c'est un truc qui le... C'était peut-être un peu un écolo avant l'heure. Il aimait beaucoup la nature, les soins par les plantes. Il aimait bricoler. Il travaillait à la maison, il faisait des petites choses pour agrémenter la maison. Il était contre le progrès, contre les machines. Il ne voulait pas de machine à laver la vaisselle. Il ne voulait pas de machine à laver le linge. Le chauffe-eau est tombé en panne. Chauffe-eau électrique. Pendant 3-4 ans, il n'a rien fait pour le changer ou essayer de le réparer. Mais t'as qu'à faire chauffer de l'eau à la gamelle. Et à un moment, je chauffais l'eau à la gamelle, qu'elle montait
à l'étage, dans la salle de bain, qu'elle versait dans la baignoire, puis elle lavait le linge. Puis elle gardait les enfants de sa sœur, Babette et Kiki. Et puis un jour, il y a la gamine, elle montait l'escalier, et maman, prenant la gamelle, ne l'a pas vue. Elle est passée au-dessus de la gamine, et la flotte chaude est tombée dans l'escalier. Et le lendemain, le chauffe-eau était réparé. Parce qu'il avait vu quand même que c'était un peu dangereux de se trimballer avec de l'eau chaude et des enfants dans un escalier. Le lendemain, il a fait réparer le... Il fallait pas déroger à ce qu'il pensait. Mais pas par méchanceté ou par autoritarisme, parce que ça coulait de source. Pourquoi changer? C'était un brave homme. Ouais. La question de l'expérience des camps est revenue plusieurs fois dans les discussions que j'ai pu avoir avec Dominique. En dépit des non-dits, l'horreur vécue par Raymond l'a profondément marqué. Je crois que ça a dû lui modifier pas mal de choses. La perception de la vie, ça a dû lui changer. Une fois à la maison, à Bois d'Arcy, il n'y avait pas de frigo, il y avait juste une paillasse, et en dessous, on carrait la nourriture. On a oublié un camembert. Le camembert, il puait. Et il y avait des asticots dessus. Lui, il ne s'est pas démonté. Il a pris sa part de camembert. Avec la pointe du couteau, il a enlevé les asticots qu'il a posés sur le bord de l'assiette. Et il a mangé le camembert, mais il s'est régalé, quoi. Il mangeait pas beaucoup, mais il laissait jamais un morceau de pain, jamais il laissait de la nourriture dans son assiette. Je pense que il avait dû trop souffrir de la faim pour faire ça. Et nous, à la maison, il n'était pas question qu'on laisse quelque chose dans l'assiette. On nous obligeait à garder le dernier morceau de pain, la dernière bouchée de pain, pour essuyer l'assiette. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a toujours eu quelque chose dans l'assiette. La viande, c'était le poulet frite, le dimanche. Maman faisait un gâteau aux pommes, une tarte aux pommes. Ah, ça... C'est des bons souvenirs, tout ça. Et voilà, c'est toute une vie. J'avais 26 ans quand papa est mort. Il a eu la retraite. Il est tombé malade 5 ou 6 mois avant. Il a eu sa retraite à 60 ans. Et il est mort à 61 ans. Et de 60 à 61 ans, ça a été à l'hôpital, chimio, rayon, et puis hôpital et cimetière. Il est mort à l'hôpital.
Il voulait pas mourir à la maison. Il voulait pas laisser de mauvais souvenirs pour maman. À Fontenay-sous-Bois, il était. Et j'ai vu papa qui était mort sur son lit d'hôpital. Je l'ai revu, j'étais en voiture avec Jean-Michel. J'arrêtais pas de pleurer, mais comme un gamin. Et je l'ai revu à l'incinération, parce qu'il a voulu se faire incinérer pour terminer comme les copains qu'il avait eus en camp. Et au moment de l'incinération, c'était au Père-Lachaise, il y avait des tourterelles qui roucoulaient là-haut. Et ce que je te disais hier, quand il y avait quand maman entendait des tourterelles dans sa chambre, où elle dormait la fenêtre ouverte, elle disait, ah bah tiens, il y a Raymond qui vient me dire un petit coucou. Alors c'est pour ça que l'arbre qu'elle a planté, là, enfin qu'elle nous a offert, quand il y a des tourterelles qui viennent dessus, ou des pigeons qui viennent dessus, bah je pense à ça. Maman achète l'arbre, et il y a des pigeons qui viennent dessus. J'aurais bien aimé mieux le connaître. Et pour ça, j'envie un peu Claude, qui le connaissait beaucoup mieux que moi. Il y a... Quand les gens sont plus là, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on est con, pourquoi on ne lui a pas demandé, pourquoi on ne lui en a pas parlé ?» Mais ça peut être de tout et n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas moi, sur les voyages, ça peut être, papa a pris une seule fois l'avion pour revenir de Mauthausen. Après, il n'a plus jamais voulu monter dans un avion. Et on n'avait pas de voiture. On avait un Solex. Il y avait 2 Solex à la maison, un pour lui, un pour moi. Avant, c'était celui de Claude. Après, ça a été le mien. C'est tout, quoi. Mais ouais, il y a des choses où... Je sais pas, moi. Sur la peinture, sur les livres... Surtout sur la vie. C'est comme ça. C'est un peu la chanson de Bachelet, Mon vieux. Quand à la fin de la chanson, il dit Papa. C'est toujours un peu prenant. Au cours de nos discussions, Dominique m'a parlé d'un monde, d'une famille, dont l'histoire nous semble déjà bien lointaine. C'est l'histoire d'une famille ouvrière qui se forme à la moitié du siècle dernier. Une famille qui a vécu la guerre et que la guerre, forcément, a profondément marqué. Il raconte un père aussi, un père présent et respecté, et pourtant jamais là, ailleurs, au travail ou dehors, ou peut-être dans des pensées auxquelles il aurait sans doute voulu échapper.
Les pères des années 50 et 60 n'ont sans doute plus grand-chose à voir avec les pères d'aujourd'hui. Pas un mot à table, une autorité naturelle, un air taciturne. Mais ce qui est sûr pourtant, c'est que le silence, toujours, se transmet et toujours produit des regrets. On ne saura pas vraiment si Raymond aurait été un autre père s'il n'avait pas connu la déportation. Mais on retiendra de cette histoire l'importance des petits riens, des petits moments passés ensemble, à chérir, qu'on soit l'enfant ou le parent, et qui, comme le dit si bien Dominique, font toute une vie. C'est de lui-même, et sans que je ne lui pose la question, que Dominique m'a confié ce qu'il regrettait le plus de ne jamais avoir dit à son père. Pour tout dire, papa, il était formidable. Ouais. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas lui avoir dit, quoi. De ne pas pouvoir présenter Floriane et Juliette. Oui, j'aurais bien voulu que papa connaisse mes enfants. Ça... Pour lui dire, tu vois, papa, j'ai pas raté la vie, quoi. J'ai pas dit ma vie, j'ai pas raté la vie. C'est pas pareil. C'est ainsi que s'achève le 2e épisode de Lettres au père. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père.